Quel plaisir de vous voir aussi nombreux, je dirais, une date en plus particulière, je dirais, hein, parce qu'il y a les congés, longs congés. Néanmoins, c'est un plaisir de voir la salle remplie pour cette première soirée philo, même si on l'a fait en fin d'année. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons lancé, je dirais, grâce à Raphaël Enthoven, les soirées philo à Chaville pour plusieurs raisons. La première, c'était suite aux attentats. Je trouvais qu'il était bon de mettre la réflexion au service, à la portée de tous. Et l'autre raison, c'était parce que je suis une passionnée de philosophie. Comme ça, vous allez tout savoir, j'ai eu un excellent professeur en la personne de Ole Hansenlove, qui était un professeur, je dirais, brillantissime, il y a plus de 30, pour ne pas dire, plus de 30 ans, au lycée de Sèvres, qui m'avait donné le goût à la philosophie, le goût au questionnement, le goût aux idées. Donc, M. Hansenlove qui nous a quittés il y a quelques années, mais néanmoins, sa fille a repris le flambeau, parce que sa fille est réalisatrice, Mia Hansenlove. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire de M. Hansenlove, je vous invite à vous rapprocher éventuellement des films de sa fille Mia Hansenlove. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur, et je dirais Raphaël Enthoven me fait l'amitié de sa présence pour venir nous causer. On va échanger autour de son dernier ouvrage, L'Esprit artificiel. Vous savez, je dirais, Raphaël Enthoven se passe de présentation, professeur de philosophie, auteur, chroniqueur, animateur de radio. Il a même fait du théâtre et en même temps c'est un grand ami, je dirais un fidèle de Chaville. L'esprit artificiel, je dirais, tend à rentrer dans nos vies de plus en plus. Donc on se passionne, on se questionne sur l'esprit artificiel. Moi, la première question que j'aurais envie de poser à Raphaël Enthoven, s'il peut, pour ceux qui ne le savent pas, nous parler de comment il est venu à écrire, à accoucher de son dernier livre autour de l'esprit artificiel. Bien évidemment, je connais l'origine de l'esprit artificiel pour l'avoir lu, et ce qui me réjouit, c'est que quand même l'homme, le philosophe, a eu quand même une meilleure copie que l'IA. Donc, cher Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Oh, vous m'entendez là? Oui, on s'entend bien. Bonsoir. D'abord, je veux vous dire que je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de revenir ici, comme un peu chez moi, puisque ça fait des années que je viens fidèlement, régulièrement ici, avec le même plaisir. Et donc l'honneur est pour moi, voilà ce que je voulais vous dire. Alors l'idée du livre, en fait, me vient de deux choses. La première, c'est la fréquentation assidue de Henri Bergson, le philosophe français Henri Bergson. Oh, je ne vais pas vous faire grandes arabesques sur Bergson maintenant, on pourrait rester des heures et des années là-dessus. Mais pour le dire simplement, Henri Bergson, c'est le philosophe de l'idée que quand on aime, on ne compte pas. C'est-à-dire, c'est le philosophe de l'idée qu'il y a dans la vie de l'inquantifiable, des choses qu'on ne peut pas dénombrer. On ne peut pas dénombrer les sentiments, par exemple. On ne peut pas mettre un prix sur certaines choses. Certaines choses sont au-delà du prix. Leur valeur est au-delà du prix. Il y a dans la vie des choses qu'on peut quantifier, et il y a l'essentiel qui n'est pas quantifiable, qui ne peut pas faire l'objet de la quantité. Et ça, c'est la thèse de Bergson. Et il est le philosophe de cette idée-là. Il est le philosophe de l'idée, par exemple, que, si vous voulez, vous êtes bergsonien à la seconde où vous riez quand on vous demande combien tu m'aimes. Vous voyez, des choses comme ça, par exemple. Vous êtes bergsonien à la seconde où vous échouez à répondre à la question piège « Pourquoi tu m'aimes ?» Non, parce que l'amour ne s'explique pas, l'amour ne se compte pas. Il est le philosophe de cette idée-là. Bien. Et donc il a décliné cette idée-là sur plusieurs textes, très importants, et à cette fréquentation s'est ajoutée une circonstance. Une contingence, c'est que moi qui passais le bac philo depuis 30 ans, sur tous les supports possibles et imaginables, je n'avais jamais affronté une machine. Et la Paris Business School a eu l'idée de confronter ma copie à la copie de ChatGPT, le jour du bac philo.
Et donc j'ai passé le bac philo en même temps que la machine. J'avais peu d'espoir pour la machine, et j'ai pas été déçu. La machine est nulle. Nulle en philo. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui a donné le véritable point de départ du livre. Pourquoi la machine est-elle inapte à faire de la philosophie? Est-elle durablement inapte à faire de la philosophie, ou est-ce seulement temporaire? Et pourquoi fait-on le rêve depuis toujours que nos machines vont nous grand remplacer? Le livre porte là-dessus. Il est né de cette expérience et il porte là-dessus. J'ai l'impression que le son, ça résonne un peu, donc c'est un peu désagréable. Absolument, je partage. Sophie, je ne sais pas si Sophie, là il y a un petit problème de micro, on s'entend, il y a un réseau qui est... Là, ouais, là ça résonne beaucoup quand même. Ça résonne avec un E. Vous entendez bien? Vous entendez parfaitement. Mais c'est vrai que c'est quand nous on parle dans le micro. Alors. Ah. Alors. Non, je sais pas. C'est une question de positionnement. Ah, ça doit être, je sais pas. Par rapport au retour, j'en sais. Non, je crois que c'est toi qui as une voix qui est... Voilà, c'est toi qui as une voix parfaite et moi non. Non, on n'ira pas jusque-là. Juste un mot sur la disserte. Le jour du bac, donc. Le jour de l'épreuve elle-même, parce que c'est intéressant. Le sujet qu'on avait le jour du bac, c'était un sujet classique, un truc qui est tombé très souvent. Le bonheur est-il affaire de raison? Bon, on avait ce sujet-là. Et à partir de là, que doit faire un bon élève par rapport à un sujet comme ça, par rapport à tout sujet de dissertation? Que fait le bon élève? Au lieu de mobiliser ses connaissances tout de suite, il commence par prendre du recul par rapport au sujet et analyser les termes du sujet pour en faire saillir ce qu'il appelle la problématique. La problématique, c'est la manifestation de ce en quoi une question pose problème. Par exemple, le bonheur est-il affaire de raison? C'est pas très compliqué. Le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être affaire de raison? Et on a la problématique. Et en fait, ce petit pas de côté, qui consiste à analyser les termes du sujet pour fournir une problématique, ce petit pas de côté, ce léger pas de côté, cette petite bifurcation qui produit un atome de pensée, le point de départ d'une dissertation, qui fait qu'ensuite, les parties de la dissertation se suivent selon une certaine nécessité, eh bien ce petit pas de côté, la machine n'a pas l'idée de le faire. Résultat, qu'a fait la machine? La machine a réagi comme un mauvais élève. Devant le sujet, elle s'est dit, le bonheur est-il affaire de raison? Qu'est-ce que je sais sur le bonheur? Elle a mobilisé ses connaissances. Or, les connaissances, elles sont infinies. Donc, elle a mobilisé une infinité de connaissances qu'elle a synthétisées, qu'elle a rangées dans 3 tiroirs de taille égale, eux-mêmes classés dans un ordre indifférent. Et elle a conclu en disant que le bonheur pouvait être affaire de raison, mais pas seulement. C'était ni fait ni à faire. Elle a fait tout ça en 40 secondes. Hein. Elle a fait tout ça en 40 secondes, mais elle aurait pu avoir 40 heures ou 40 ans. À partir du moment où il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de philo. Il n'y a pas d'exercice de réflexion, si vous voulez. À partir du moment où il n'y a pas de problématique, vous rangez les arguments dans un ordre indifférent, totalement indifférent. Ça n'est plus qu'une compilation d'exemples. Et ce petit pas de côté, qui nous fait trouver une problématique, qui nous fait réfléchir, qui nous fait nous poser des questions problématiques, et qui nous fait apprendre à montrer en quoi une question pose un problème, ce petit pas de côté, la machine n'a pas l'idée de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas la raison qui nous fait penser, c'est la peur, c'est le fait d'être en vie, c'est le désarroi, c'est le dialogue avec un prof, c'est la révision, c'est l'expérience qu'on peut faire de la vie. C'est quantité de choses qui interviennent dans la décision de penser et dans l'aptitude à se poser des questions. Autant de choses que la machine n'éprouve pas, ne peut pas éprouver. Et donc on est là face à une rupture, une limite profonde de l'intelligence artificielle et une... Oula, vous m'entendez toujours là? Et une limite qui n'est pas soluble, dans le temps. C'est une limite durable. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Mais, vous m'entendez? Vraiment, voilà, j'ai l'impression d'avoir un petit problème. Ah là, ça va mieux, c'est la technique. Merci à la technique, à la régie.
peut-on considérer que la machine est nulle quand on voit la note qu'a obtenue la machine, qui était de 11 ou 12, si je me semble 11. 11. Et quand on sait que Raphaël Enthoven, jeune bachelier, avait eu également la même note. Est-ce que la philosophie serait inaccessible à la machine? Alors, la grande différence entre la machine et moi, c'est que la machine n'est pas capable de progrès en philosophie. C'est la seule différence, c'est une différence fondamentale. Pour le dire autrement, la grande différence entre la machine et moi, c'est que la machine n'est pas humaine, tout simplement. C'est la même chose, hein. C'est un synonyme, progrès en philosophie et humanité. Donc la grande différence se trouve là. Alors j'ai eu 11 au bac, et je tiens à dire une chose. Comme la machine a eu 11, j'insiste sur un point. 11 est vraiment une note pourrie. C'est vraiment une note horrible. Dans la salle, non mais, pardon, mais j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Ouais, elle a eu 11, c'est pas si mal ». Alors non. 11, c'est vraiment une note pourrie. Si jamais vous avez eu 11 au bac, ne soyez pas fiers. Ne soyez pas fiers. Parce que 9, par exemple. 9, si vous avez 9, vous pouvez vous dire que, peu de choses près, vous aviez la moyenne. 12, sans faute d'orthographe, vous tapiez le 14. 11 ne promet que 11. 11 est à lui-même son propre horizon. 11, c'est la note charitable qu'on met à l'élève qui a bossé mais qui n'a pas compris l'exercice. C'est l'accident dont on réchappe. C'est le tas de morts vivants qui parvient à se hisser jusqu'au-dessus du mur, si vous voulez. Mais c'est pas une note 11. C'est pas une bonne note. C'est pas une note, et c'est une note qui ne laisse aucun espoir en réalité. Et ce qui est intéressant avec la machine, c'est que j'ai reçu quantité d'objections après l'épreuve. Et alors parmi les objections, il y avait l'idée que la machine a fait tout ça en 40 secondes. Et que si on lui avait laissé 1h15, comme à moi, ça aurait donné autre chose. Ce qui n'a aucun sens, évidemment. L'intelligence artificielle peut vous détailler l'intérieur d'une centrale nucléaire en 40 secondes. Il n'y a aucun sens à lui demander ce qu'elle peut faire en 1h15. Ça n'a pas de sens. En revanche, ce qui était intéressant dans une telle objection, c'est qu'elle présumait l'humanité de la machine. Parce que c'est pour nous que ça change la donne d'avoir 40 secondes ou d'avoir 1h15. Pour nous, c'est pas pareil. On ne compte pas à la même vitesse. On ne fait pas le même nombre de choses en 40 secondes et en 1h15. De fait, j'étais incapable de rendre une copie en 40 secondes. Mais en 1h15, si. Et première objection. Deuxième objection intéressante. 11 n'est pas une si mauvaise note. Alors ça, pardon, ça c'est pas recevable. Deuxième objection intéressante, c'est si la machine n'a pas forgé de problématique, c'est parce qu'on ne le lui avait pas demandé. Ce qui en fait, là encore, relève de la pure pensée magique. C'est-à-dire que si on avait demandé à la machine soit intelligente, le serait-elle devenue? L'intelligence n'est pas une faculté qu'on acquiert sur commande. Ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Ce qui fait que nous réfléchissons ne relève pas d'une recommandation exogène. Ce qui était intéressant, c'est que la machine, avant de préparer l'épreuve, pour préparer l'épreuve, a été entraînée pendant une semaine par 3 ingénieurs avec un professeur de philo, dans le but d'obtenir le prompt le plus précis possible. Le prompt, c'est l'ensemble des recommandations qu'on adresse à la machine en amont de l'exécution d'une tâche. Donc on essaie d'être aussi précis que possible. Et dans les recommandations, il y avait interdisciplinarité, citation pertinente, réflexion, machin, etc. Toutes les qualités objectives qu'on trouve dans une bonne copie. Sauf que la copie était nulle. Parce qu'on a confondu l'intelligence avec la capacité magique à accomplir ce qu'on demande à la machine de faire. On croit qu'il suffit de lui dire « sois intelligente » pour qu'elle le devienne. En fait, vous savez, l'IA, c'est le génie d'Aladin. Le génie d'Aladin. Quelles sont les 2 limites au génie d'Aladin? Les 2 choses que le génie s'interdit de faire. Susciter l'amour. Donc pour plaire à Yasmine, il faudra en passer par autrement. Il faudra trouver un autre moyen. Les artifices du prince Ali, le Aladin déguisé en prince Ali, c'est pas ça qui va conquérir un cœur véritable. Par conséquent, l'argent ne peut pas t'acheter l'amour, le génie ne peut pas susciter l'amour. Deuxièmement, il ne ressuscite pas les morts. Or, ce sont les 2 requêtes qu'on adresse au transhumanisme aujourd'hui.
susciter l'amour et ressusciter les morts. Ne pas mourir tout à fait, transférer nos data dans un organisme exogène, de telle sorte qu'on se survive à nous-mêmes, et susciter l'amour, c'est-à-dire rencontrer l'âme sœur sur un site de rencontre. Or, on peut rencontrer l'âme sœur sur un site de rencontre, mais pas parce qu'on a matché, si vous voulez, c'est pas ça, l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre la mesure des limites de l'IA. Et les limites de l'IA, elles sont toutes contenues dans l'incapacité pour l'IA de forger une problématique, de réfléchir. C'est-à-dire, c'est aussi introuvable que de trouver un robot hypocrite, ou de trouver un robot qui a peur de mourir. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas mis en scène cette histoire-là, mais ça, c'est une autre histoire. Je me pose la question, ou peut-être vous la posez également, mais les limites de l'IA ne viendraient-elles pas de l'homme, en fait, du fait de l'homme? Parce que si la machine avait reçu pour ordre, parce que les machines sont conditionnées et sont soumises aux ordres, aux réflexions des hommes, si le professeur et les ingénieurs qui avaient préparé la question philosophique avaient pensé, avaient anticipé, l'IA n'aurait-elle pas eu une meilleure note? On ne peut pas anticiper. C'est ça la limite. On ne peut pas anticiper. Regarde, la conversation que nous avons maintenant, par exemple, on se connaît depuis un bon moment. On a déjà parlé de livres, de littérature, etc., etc. Et pourtant, il y a dans la discussion que nous avons une part d'imprévu, d'improvisation, qui est inexpugnable, contre laquelle on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a une part d'improvisation, il y a quantité de choses qui ne sont pas prévues dans la façon dont je réponds aux questions que tu poses, etc., etc. Il y a toute la vie. De la même façon, dans toute discussion que vous avez, il y a une part d'improvisation, d'imprévu qui intervient, même entre deux personnes qui se connaissent par cœur. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas déduire la conversation que nous allons avoir. On peut imiter après coup la conversation que nous avons eue. C'est-à-dire qu'on peut techniquement forger des automates qui imitent et reproduisent ce que nous sommes en train de nous dire, mais on ne peut pas forger de toute pièce un automate qui serait doté de la même faculté d'improviser que nous. C'est ça qui est introuvable. Ce qui est introuvable, c'est, tout ce que nous vivons, on peut après coup le mettre en diagramme. Tout ce que nous disons, on peut après coup le mettre en équation. Compter le nombre d'adjectifs, compter le nombre de sujets, de verbes, etc., etc., et dire des choses intéressantes sur ce qu'on a dit. Mais on ne recompose pas ce qu'on a dit à partir de l'analyse qu'on en fait, de la même manière qu'on ne retrouve pas un rêve à partir de l'analyse qu'on en fait ou à partir des traces qu'il peut laisser dans le cerveau. Ça ne marche pas comme ça. Un individu n'est pas saisissable à travers la totalité des traces qu'il laisse de lui-même. Ce qui fait que nous sommes des individus, ce qui fait que nous sommes vivants, ne peut faire de la part de la machine l'objet d'aucune synthèse. La machine peut imiter ce qu'on a dit, elle ne peut pas avoir la spontanéité de produire de l'improvisation. De la même manière que Gepetto ne peut pas fabriquer un vrai petit garçon. C'est la même limite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a plutôt tendance, je dis on, la société, à vouloir se surpasser, et les machines tendent quand même à se perfectionner. Je ne dirais pas à suppléer ou à remplacer l'être humain. Néanmoins, c'est un véritable constat. Je ne sais pas ce qu'en pense le philosophe des avancées. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question de savoir si la machine est plus forte que l'homme. C'est une vieille question, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas une question récente. C'est une vieille question et surtout, c'est une fausse question. Heureusement que la machine est plus forte que nous. Sinon, à quoi bon créer des machines? Pourquoi aurait-on inventé le marteau si le marteau n'était pas plus solide que le poing? Pourquoi aurait-on inventé la charrue si notre dos pouvait porter davantage de choses? Pourquoi aurions-nous... etc., etc. Tout ce qu'on a inventé est destiné à pallier notre propre faiblesse, à suppléer à notre propre faiblesse. Donc, les machines sont plus fortes que nous depuis toujours. La hache
coupe plus vite que le tranchant de la main, et la scie électrique coupe plus vite que la hache. Bon, comment vous dire? Alors, à chaque fois que, par exemple, Kasparov perd aux échecs contre Deep Blue, on dit, ça y est, la machine est plus forte que l'homme. Bah, oui, d'accord. Enfin, la machine, Kasparov n'a pas perdu contre un joueur d'échecs, il a perdu contre une usine. Il a perdu contre une usine qui calcule des milliards de fois, donc le plus génial des hommes ne peut pas lutter contre une puissance infinie de calcul. Donc qu'est-ce que ça prouve, ça? Ça prouve rien du tout. C'est comme la défaite d'un catcheur contre un robot. Ça prouve quoi? Que le métal est plus solide que le muscle. C'est pas une crise du muscle. Donc si vous voulez, l'idée que la machine est plus forte que l'homme est à la fois une vieille idée et une fausse crainte, parce qu'elle a toujours été d'une certaine manière plus forte que l'homme. En revanche, la machine reste une machine. Et c'est ça qui est important ici. C'est la machine reste une machine. C'est-à-dire que le perfectionnement de la machine, ne met pas l'humanité à portée de tir. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous distingue de la machine? Qu'est-ce qui nous sépare de la machine? Ça n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine. Tout ce qui est complexe est à portée de technique. Tout ce qui est complexe est à portée de technique. Tout ce qu'on peut expliquer est à portée de technique. Ce n'est pas notre complexité qui nous distingue de la machine. C'est notre simplicité. C'est la simplicité, par exemple, on en revient à Bergson, c'est la simplicité d'un sentiment. C'est le fait qu'on ne peut pas expliquer, par exemple, un sentiment. Qu'est-ce que la machine peut faire de ce qui ne s'explique pas? Dans le livre, je prends l'exemple de la beauté. Le sentiment du beau est un sentiment. C'est un sentiment magique, puisque quand vous avez le sentiment du beau, vous ne dites pas « je trouve ça beau », vous dites « c'est beau ». Vous parlez spontanément au nom de l'humanité entière. Si devant un coucher de soleil, vous dites « c'est beau », la personne à côté vous dit « c'est moche », vous allez la regarder bizarrement. Et pourtant, vous n'avez pas prétendu lui imposer vos goûts. Le beau, dit Kant, est ce qui plaît universellement, donc c'est un sentiment, universel et sans concept. On ne peut pas expliquer le beau. Quand vous faites l'expérience de la beauté, vous ne faites pas une déduction. Vous n'êtes pas là à vous dire, alors, la beauté c'est ça, donc ce que je vois là, c'est beau. Non. On sait ce qui est beau, on ne sait pas ce qu'est la beauté. De telle sorte que ce sentiment ne peut, de la part de la machine, faire l'objet d'aucune synthèse. Comment voulez-vous faire la synthèse de ce qui échappe à toute conceptualisation, de ce qui échappe à toute explication? Il y a en nous quelque chose de rétif à l'explication, d'hermétique à l'explication. Ça ne veut pas dire que nous soyons inexplicables. Ça veut juste dire que quand on nous a expliqué, eh ben on n'a pas dit grand-chose de nous. Encore une fois, j'en reviens à cette histoire de sentiment. Imaginez par exemple que votre conjoint ou que votre conjointe vous demande pour quelle raison vous l'aimez. Et que vous, malheureux, vous répondiez à cette question. Quelle déception. L'histoire est morte. Quelle que soit la réponse que vous donnez à cette question périlleuse, l'amour est soluble dans la dissipation des raisons qu'on lui trouve. Si vous dites « je t'aime parce que tu es belle », bah oui, mais si je deviens moche... Vous voyez ce que je veux dire? Je t'aime parce que tu es original. Oui, mais si on s'ennuie ensemble, etc., etc. On n'explique pas un sentiment. Sinon, on le met en danger. Le sentiment qu'on explique, on le met en danger par ce mouvement même. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes faits d'une matière que la machine ne peut pas synthétiser. Parce que nous sommes tissés de ce qui ne s'explique pas, sans se perdre. De ce qu'on n'explique pas, sans le perdre. Or, tout ce que peut faire... Il y a par exemple dans le livre, je prends vraiment l'exemple d'un épisode de Black Mirror. Vous voyez la série Black Mirror, qui se passe dans un futur proche, si vous voulez. Et alors là, dans ce futur proche-là,
C'est une dame qui perd son fiancé dans un accident de voiture, elle est très malheureuse. Mais au lieu de se décourager, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie toutes les datas du fiancé, plus un peu de cheveux, un peu d'ADN, à une entreprise, et 3 jours plus tard, on lui renvoie un fiancé tout neuf. Tout neuf. Un peu plus beau que lui-même, parce que les photos qu'on met de soi-même en ligne sont plus avantageuses, ou plutôt au mieux, doté de la même mémoire, du même humour, sexuellement infatigable. Bon, elle était merveilleuse. Et puis, au cours de la discussion, la première discussion qu'elle a avec le fiancé, enfin le fiancé, l'ersatz du fiancé, elle lui dit quelque chose qui aurait dû énerver son fiancé, et qui suscite chez l'automate une réaction affable. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour être aimable avec elle, évidemment. Et là, elle comprend que non seulement elle n'est pas en présence de son fiancé, mais d'une pâle copie, mais surtout que la présence de cet ersatz va augmenter considérablement le sentiment de l'absence au lieu de le résoudre. Alors que l'ersatz est composé de la totalité des données du fiancé. Qu'est-ce qui les distingue? Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que l'un c'est tout et que l'autre ce n'est rien? Qu'est-ce qui fait? Quel est ce je ne sais quoi infime qui fait que entre un être, un individu, c'est-à-dire un indivisible, d'un côté, et de l'autre, la compilation de toutes les données ou de toutes les traces que cet individu a laissées sur Terre, il y a un abîme infranchissable. Qu'est-ce qui fait que, si on vous recopiait, on ne produirait de vous qu'une pâle copie? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'on manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque aux fiancés succédanés, à l'ersatz de fiancé, ce principe indocile qu'on appelle un caractère. Cette quantité d'imperfection, ce je ne sais quoi, qui faisait qu'un individu était irremplaçable. On a voulu remplacer l'irremplaçable. Il y a là quelque chose qui ne peut pas être synthétisé. Entre vous-même et les traces que vous laissez, il y a toute la différence qu'il y a entre un tas de cendres, ce sont les traces, et le feu qui lui a donné le jour. Et l'illusion que l'IA pourrait un jour nous grand remplacer relève de l'illusion que l'humanité est réductible à ses datas. Or non. Or nous sommes à tous égards, nous transcendons à tous égards la totalité des traces que nous laissons sur Terre. Nous sommes plus que ça. Et c'est ce supplément d'âme que la machine peine à jamais à synthétiser. Après, on peut entrer dans les détails. Dans l'esprit artificiel, tu fais référence à Platon, notamment dans le Ménon, sur comment devient-on vertueux ou qu'est-ce donc que la vertu. Est-ce qu'à terme, je pose une question naïve, la machine pourrait s'emparer de bribes de pensée, de bribes de définition de vertu, si tant est qu'il y ait une définition de la vertu? Ben non. Non. Elle n'est pas conçue pour ça. Elle n'est pas conçue pour ça. D'abord, il y a une grande différence, il faut revenir sur le Ménon, mais juste avant ça, il y a une grande différence entre la... pour vous dire pourquoi la philosophie est hors d'atteinte de la machine. Dans les savants qui ont conçu l'IA, qui ont pensé l'IA, notamment Yann Lequin, expliquent qu'au principe de la création de l'IA, il y a un mollusque, la blisie, dont ils ont étudié le comportement. Et en étudiant le comportement de la blisie, les savants ont observé que quand on gratouillait la blisie, elle se contractait, mais de moins en moins, quand on reproduit le geste. Autrement dit, le mollusque a cessé d'identifier comme un danger le fait d'être gratté, et donc cesse de se contracter. On assiste à un phénomène d'adaptation synaptique. Et ce qui est très précieux chez les scientifiques qui étudient la blisie, c'est que c'est un animal qui n'a que quelques centaines de neurones. Donc l'intelligence n'est pas son fort. Donc on a un phénomène assez pur d'adaptation synaptique, de capacité cérébrale à s'adapter à l'environnement. L'intelligence artificielle a été pensée sur ce modèle-là. C'est-à-dire, par exemple,
pour prendre un exemple le plus trivial qui soit, pour obtenir d'une machine qu'elle reconnaisse une girafe qu'elle n'a jamais vue. Alors on va gaver la machine de photos de girafes, jusqu'à ce qu'elle identifie la girafe sur une photo qu'elle n'a pas vue, et ainsi de suite. Le travail de l'intelligence artificielle consiste à ne pas être surpris par l'événement qu'on n'a pas vu, ou par la chose qu'on n'a pas vue, pas encore vue. C'est pour ça qu'on peut fabriquer des voitures autonomes, c'est pour ça que l'intelligence artificielle nous remplace ou nous supplée avantageusement dans l'exécution de quantités de tâches, puisqu'elle peut réagir opportunément à l'événement qu'elle n'a pas vu venir, et plus opportunément que nous encore. Bien. Donc retenez juste ceci, l'intelligence artificielle progresse en apprenant à ne pas être surpris par ce qu'elle n'a pas encore vu. Bon. Comment fonctionne la philosophie? Quel est le point de départ de la philosophie, comme on l'enseigne depuis toujours? Le point de départ de la philosophie, c'est l'étonnement. Mais attention, pas l'étonnement devant ce qui est étonnant, parce que ça n'est pas étonnant. Ça n'a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant à s'étonner de ce qui est étonnant. Si tout à l'heure l'un de vous se mettait à marcher tout nu là, on serait étonné. Et en lui-même, notre étonnement n'aurait rien d'étonnant, puisque c'est étonnant. Donc évidemment, on s'étonne. Si vous voulez. Donc l'étonnement en philosophie, c'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant, parce que ça, c'est pas étonnant. Non, le point de départ de la philosophie, et c'est ça qui est très important, c'est l'étonnement devant ce qui est banal, ordinaire, familier. On trouve un équivalent de cette premier élan philosophique, dans la capacité, par exemple, à ne pas tenir pour une évidence ce qu'on nous présente comme une vérité révélée. Ou bien avoir un effet de pouvoir derrière une parole officielle, des choses comme ça. Autrement dit, le point de départ en philosophie, c'est l'étonnement devant ce qu'on a l'habitude de voir. Et on progresse en philosophie chaque fois qu'on remplace une certitude par un doute, c'est-à-dire chaque fois qu'on gagne en étonnement et en faculté de s'étonner devant le phénomène qu'on a pourtant l'habitude de voir. Autrement dit, l'intelligence artificielle progresse en apprenant à ne pas être surprise parce qu'elle n'a pas encore vu. La philosophie progresse en apprenant à être surpris parce qu'elle a l'habitude de voir. C'est le contraire. C'est le contraire. Les directions sont rigoureusement opposées. Rigoureusement opposées. La philosophie, l'exercice de la philosophie, n'est pas, à portée de tir de l'intelligence artificielle ou de la complexité. Non, l'exercice de la philosophie est indexé sur l'humanité. Au passage, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la philosophie ne fait pas de progrès. On peut faire des progrès en philosophie, mais la philosophie elle-même ne fait pas de progrès. On n'a pas fait de progrès en philo depuis Platon. Il n'y a pas de sens à dire ça. On a fait des progrès en mathématiques, en astronomie, en sciences, ce que vous voulez, mais en philosophie, on ne fait pas de progrès. Pourquoi? Parce que l'humanité ne fait pas de progrès. Si on avait fait des progrès, si on avait moralement progressé, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. L'humanité ne fait pas de progrès non plus. Autrement dit, la philosophie indexée sur l'humanité elle-même ne progresse pas. Qu'est-ce que vous voulez que l'IA, qui progresse tous les jours, toutes les minutes, à chaque minute, comprenne quoi que ce soit à une telle discipline? Non, c'est une discipline qui est totalement hermétique à l'IA. Mais derrière cet hermétisme de la philosophie à l'IA, il y a la question de savoir d'où nous vient le désir de penser qu'on est capable de fabriquer de la vie, en fait. Parce que c'est ça, le vieux fantasme. C'est notre vieille affaire. Ma deuxième tranche de question, c'est par rapport au Ménon, à la vertu. Ah oui, le Ménon, t'as raison. C'est vrai. En fait, j'ai cité le Ménon dans ce texte, le dialogue de Platon, le Ménon, parce que c'est le plus beau dialogue de Platon et que c'est un modèle de pédagogie réussi. Pour vous montrer le truc, au début, ça commence comme ça. Ménon arrive, un peu arrogant, grande gueule, devant Socrate, et lui dit « Dis-moi, Socrate, peux-tu me dire, Socrate, si la vertu s'enseigne ?» Socrate lui dit « Oh, mon bon, quelle bonne question, mais dis-moi à toi-même, qui sait tant de choses, peux-tu me dire ce qu'est la vertu ?» Et
comment Socrate? Par Zeus. Toi, grand homme, homme dont on révère le savoir dans la Grèce entière, tu ne sais pas ce que c'est que la vertu. Ah, dit Socrate, j'avoue humblement que je l'ignore, mais toi, tu vas pouvoir me renseigner là-dessus. Mais évidemment, dit mais non, si tu le veux. Alors, qu'est-ce que c'est la vertu? Bah écoute, dit mais non, c'est très simple, la vertu, par exemple. Si tu es soldat, la vertu, c'est de bien commander à tes hommes. Si tu es père de famille, la vertu, c'est de bien commander à tes femmes. Autre temps, autre mœurs. Si tu es, etc. Et Ménon d'énumérer 5 ou 6 types de vertus. Et Socrate, à ce moment-là, éclate de rire et lui dit, mais mon ami, quelle chance j'ai de discuter avec toi. Je te demandais une vertu, et voilà que tu m'en donnes tout un essaim. Alors Ménon est content, il se sent fort. Et là, Socrate lui dit, mais au fait, vous savez, exactement comme Colombo, au moment où il sort de la pièce. Ah, au fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'il va tuer. C'est là qu'il va gagner le jeu. Au fait, ça vient de Socrate, ça. Il sort de la pièce, le moment où il sort de la pièce, il dit, au fait, monsieur, et la question qui tue va arriver. Donc Socrate, pareil, il fait Colombo. Il sort de la pièce, en gros, et il dit, au fait, tu me donnes tout un essaim de vertus, mais en fait, je t'en demandais pas tant. Moi, toutes les vertus que tu m'as données sont des vertus. Eh oui, dit Ménon. Bon, mais si ce sont des vertus, c'est donc qu'il y a bien une vertu en vertu de laquelle toutes ces vertus sont des vertus. Et là, Ménon hésite un peu. Bah oui. Il dit, bah c'était ça que je te demandais. C'est quoi la vertu qui fait que toutes les vertus sont des vertus? Et là, Ménon s'aperçoit soudain qu'il ne sait rien. Non seulement il s'aperçoit qu'il ne sait rien, mais il prend même la mesure de son ignorance, des abîmes d'ignorance. Et d'une ignorance qu'il a recouvert avantageusement du sentiment de savoir, puisque c'est le même homme qui discourt depuis des années devant des assemblées pleines sur la vertu avec grand succès. Et il s'aperçoit qu'en fait il n'y connaît rien. Et ils partent en quête tous les deux de la vertu. Et à ce moment-là, il y a un moment génial où Ménon, qui résiste à l'enseignement de Socrate avant d'être convaincu, c'est pour ça que c'est très beau le dialogue, lui dit, mais dis-moi, comment, si toi-même, Socrate, tu ne sais pas ce que c'est que la vertu, comment peux-tu partir en quête de vertu alors que tu ignores ce qu'elle est? Et comment peux-tu désirer ce que tu ne connais pas? Soit tu connais la chose et tu n'as pas besoin d'elle, puisque tu la connais, soit tu l'ignores et tu ne peux pas la désirer, puisque tu ne la connais pas. Et ça, c'est le fameux dilemme du savant et de l'ignorant. Le savant sait qu'il sait, donc il ne cherche pas à savoir. L'ignorant ignore qu'il ignore, donc il ne cherche pas à savoir non plus. Seulement entre les deux, il y a celui qui sait qu'il ignore. Ça, c'est Socrate. Ça, c'est l'humain. Et en réalité, Socrate répond à ce moment-là par la théorie de la réminiscence. Et c'est sublime. Il lui dit, mais en fait, nous savions ce qu'était la vertu, quand nous n'étions qu'un esprit. Et quand notre esprit s'est incarné dans un corps, l'oubli est venu avec l'incarnation, et depuis, nous cherchons à nous en ressouvenir. Ce que nous apprenons, nous ne faisons que nous en souvenir de nouveau. Vous allez me dire, le type est fou. Il a rêvé qu'il était omniscient, le type est fou. Mais en fait, à quoi fait-il référence quand il dit ça? Quand il dit que tout apprentissage est un ressouvenir. Il fait référence au sentiment que vous avez chaque fois que vous êtes d'accord avec quelqu'un. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous dites « Ah oui, ça c'est vrai », alors que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais entendu, votre adhésion pleine et entière témoigne d'une certaine manière que vous portiez en vous cette adhésion, que vous portiez en vous un tel souvenir, que vous aviez le souvenir d'un tel savoir et que sa rencontre n'a fait que l'actualiser. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous parler de la mémoire humaine. Quelle est l'étrange faculté de la mémoire humaine? C'est que la mémoire humaine n'est pas comme la mémoire informatique, une affaire de classement ou de redistribution. La mémoire humaine, c'est une conservation sans conservatoire. Il n'y a pas de conservatoire. Vous savez, par exemple, la veille d'une interro, souvenez-vous, la veille d'une interro,
on a l'impression d'avoir tout oublié. Et oui. Et pourquoi on a l'impression d'avoir tout oublié la veille d'une interro? Parce qu'on voudrait faire comme la machine. On voudrait faire d'un coup la sommation de tout le savoir disponible. Comme si on l'avait en soi et qu'on pouvait le recracher. Et comme on n'y arrive pas, que ça ne nous donne que des bribes, des morceaux, on a l'impression d'avoir tout oublié. Et puis arrive l'épreuve. Et comme par miracle, ça revient, comme on dit. Ça n'est jamais parti. Seulement, c'était là, mais ce n'était nulle part. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une conservation sans conservatoire, la mémoire humaine. À la façon d'un comédien, par exemple, qui récite son texte, il ne peut pas réciter tout le texte d'un coup, mais le texte lui vient à mesure qu'il faut le jouer. La mémoire humaine, c'est une affaire de capacité plus que de stock. C'est la résurrection opportune des souvenirs dont on a besoin pour dire tel mot à tel moment. Nous mobilisons en permanence la totalité de notre mémoire à chaque phrase que nous prononçons, à chaque décision que nous prenons. Notre mémoire est constamment mobilisée dans la décision que nous prenons. Elle s'y trouve tout entière. Notre mémoire est une conservation sans conservatoire. Nous n'avons pas la mémoire des machines. Nous n'avons pas ce genre de mémoire-là. Mais du coup, la réminiscence est notre privilège. C'est une autre raison pour laquelle, à mon sens, nous sommes, encore une fois, non pas durablement, mais éternellement, hermétiques pour la machine, énigmatiques pour la machine. Parce qu'on est singulier, c'est-à-dire unique et étrange à la fois. Tu viens de prononcer un mot qui fait écho en moi, parce que j'ai une question à te poser de la part de mon fils, question qui a déjà été posée, dont la réponse, je pense, pourrait intéresser beaucoup de Chavillois ou d'amis de Chaville ou de non-Chavillois d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a voilà, Boulogne, Neuilly, Paris, enfin bref, Chaville c'est la capitale culture et j'en suis ravie. Tu viens de dire la singularité est éternelle. Éternelle, c'est ce qui me fait penser à Dieu. Et dans l'esprit artificiel, tu dépeins, tu dis notre goût de nous prendre pour Dieu à un moment, et tu dis que Dieu nous envie tellement. Et la question de mon fils, qui pourrait être là ce soir, pourquoi Dieu nous envierait-il puisque nous sommes si imparfaits? Ah, c'est super comme question. D'abord, je tiens à dire que la question de Dieu se pose même au-delà de l'Île-de-France. Et au-delà de Chaville. Je connais des tas de gens qui ne sont pas chavillois, qui se posent des questions sur Dieu aussi. Donc si bizarre que ça paraisse, il y a de la théologie hors Chaville, moins, mais il y en a quand même. Blague à part, en fait c'est l'argument d'Achille dans l'Iliade. C'est l'argument d'Achille à Briséis. C'est comme ça qu'il l'a séduit. Il lui dit, les dieux nous envient. Achille, qui est lui-même demi-fils de Dieu, il dit, les dieux nous envient. Les dieux nous envient parce que nous sommes mortels. Et que pour cette raison, ce que nous faisons et notre mortalité donne à ce que nous aimons tout son prix. Aimer quelque chose qui n'est pas menacé de disparaître n'a aucune valeur. L'amour qu'inspire quelque chose qui ne disparaît pas n'a aucune valeur. Le seul amour qui compte, c'est l'amour de ce qui doit disparaître et qu'on est pourtant capable d'éprouver. Qu'ai-je à faire, dit Camus, d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. Tout le travail pour Camus consiste à aimer le monde, la vie, les fruits, les femmes, même si ça ne dure pas, ou plus exactement, parce que ça ne dure pas, parce que tout ce qui est précieux est précaire. Ce qui est éternel n'a pas de valeur pour nous. Et donc, le paradoxe du héros, qui constate que les dieux nous envient, et qui sait de quoi il parle, puisque si sa mère ne l'avait pas tenu par le talon, il eût été un dieu lui-même. Donc le paradoxe du héros, qui se pique, si j'ose dire, de son talon, qui se pique d'avoir un talon, c'est-à-dire qui se pique d'être imparfait, et de savoir par conséquent le prix des choses, le véritable prix des choses, le paradoxe du héros, c'est qu'il est celui
qui montre non pas, ça n'est pas celui qui, par arrogance, défie les dieux, c'est celui qui, au contraire, se satisfait d'être mortel, ce qui échappe complètement aux dieux. Pourquoi Zeus éprouve-t-il autant le besoin de s'accoupler avec des mortels? C'est un lieu commun de la mythologie grecque. Hera, comme disent les Italiens, la cornuta mondiale. C'est-à-dire que vraiment aucune femme n'a été plus trompée qu'elle. Particularité de l'infidèle, il n'aime que les mortels. Mais donc il va faire Hercule avec Alcmène, il va faire Thésée, il va faire Persée, pas Thésée, il va faire Persée, enfin bref, il fait des tas d'enfants extraordinaires, des tas de demi-dieux, des rejetons sublimes. Mais tout ça parce qu'il va s'accoupler avec des mortels. Pourquoi désire-t-il des mortels? Parce que il est marié à une immortelle, mais parce qu'en fait, s'il est marié à une immortelle, c'est que l'immortalité, c'est comme le mariage, si vous voulez. Bon, on s'emmerde. Et puis alors, dans le cas de l'immortalité, c'est incurable. C'est incurable. Songez à ce que l'habitude peut faire, au ravage que l'habitude peut exercer sur le sentiment. Et imaginez le désastre que produit l'éternité. Heureusement qu'on ne s'aime pas pour toujours. Les dieux nous envient, les dieux nous envient ça. Les dieux nous envient notre sensibilité. Ouais, je pourrais lui apporter la réponse sur les dieux. Amen. Non, mais je te laisse poursuivre. Non, mais c'est bon, voilà, j'ai fini. Parfait. Juste avant de passer le micro, parce que je pense que beaucoup d'entre vous auront ou auraient des questions à poser à Raphaël. Je sais, à l'issue de ton affrontement avec l'IA, beaucoup de médias s'en sont saisis, de journalistes, et néanmoins, il y a une question qui m'interpelle par rapport justement au baccalauréat philo, par rapport à la réforme, je dirais, au niveau de lycée, où on a plutôt tendance à laisser de côté la philosophie, alors que moi personnellement je plaiderais pour qu'on enseigne la philo dès la primaire, pour la formation de la pensée, pour le devenir de l'être humain. Et j'aurais été ravie de voir un petit comité de philosophes ou de passionnés de philo monter au créneau pour dire au gouvernement, mais pourquoi diable abandonnez-vous la philo, parce que pour ceux qui n'ont pas de jeunes enfants, hein, les jeunes maintenant qui passent leur baccalauréat, dès le mois de mars, ils n'ont plus de cours, et s'ils ont le grand oral, ils ont leurs écrits au mois d'avril. S'ils ont le grand oral, qu'ils aient 2 ou 3 en philo, ça importe peu. Donc pourquoi, avant de passer les cours, cette réforme du bac est une catastrophe. Une catastrophe. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai commencé par être pour. C'est une catastrophe, et ça concerne la philo directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, vous pouvez arriver, si vous êtes bon élève, vous arrivez le jour de l'épreuve de philo avec le bac dans la poche. Donc la réforme du bac est ainsi faite que tous les bons élèves peuvent se désintéresser de la philosophie. C'est passé d'épreuves centrales, majeures, obligatoires et terrifiantes, à épreuves pour originaux, fantaisistes, qui se posent des questions oiseuses sur le monde. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On se prive, dans une période de polarisation du débat, on se prive de l'outil qui nous apprend que la loi n'est pas le contraire de la liberté, qui nous montre comment le dialogue est un progrès de liberté collective. On se prive de toutes ces vertus pour des raisons je ne sais pas pour quelles raisons. Enfin bref, la réforme du bac est aujourd'hui une aberration, donc je milite ardemment pour une contre-réforme du bac qui remette la philosophie à l'honneur, c'est-à-dire au centre, en réalité, de l'épreuve.
Voilà. Après, comment dire, j'ai rencontré suffisamment de ministres de l'Éducation dans ma vie pour savoir que vraiment ça sert à rien. C'est-à-dire que j'ai toujours été, je suis toujours sorti du bureau du ministre de l'Éducation avec le sentiment d'avoir été entendu, d'avoir été écouté, que les choses allaient vraiment changer. Et en réalité, on avait juste géré ma demande de la bonne façon, si vous voulez. On avait endormi ma requête, en espérant qu'elle ne se réveille pas plus tard. C'est ça qui s'est passé pendant des années, donc je reste réservé là-dessus. Donc je préfère le montrer par l'exemple et le dire autant que possible dans le livre. Absolument, dans le livre que je vous recommande bien volontiers. L'occasion pour moi de saluer Madame Bazin qui est au fond de la salle, toujours fidèle à nos événements culturels. Donc vous pourrez vous faire dédicacer l'esprit artificiel par Raphaël. On fait passer le micro, chère Sophie, si question il y a. Que je ne monopolise pas la parole, l'idée étant d'échanger. Merci beaucoup. Là aussi, j'avoue, je n'avais pas l'intention de prendre la parole, mais vous m'avez donné, pour le coup. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que l'IA ne peut pas nous donner ce qu'on ne lui demande pas, a priori. Et vous avez convoqué Bergson, et là, je me suis dit, il faut que je prenne la parole, parce que je suis en train de mener un travail de recherche, et dans ma méthodologie, je vais utiliser deux méthodes assez nouvelles, c'est l'intelligence artificielle et la notion d'éveil de la conscience, dont Bergson parle en parlant d'un sentiment océanique profond qui ne s'explique pas. Cette non-dualité qui est complètement inaccessible, je suis d'accord avec vous, à l'IA. Et je voulais m'interroger, je me suis beaucoup interrogé du coup sur l'intelligence artificielle, et je me suis rendu compte que ça pouvait être à la fois un outil de démocratisation, de réduction des inégalités, et de l'autre côté, d'un approfondissement. Réduction dans le sens où on est tous à égalité, notamment par rapport aux fautes d'orthographe. On sait qu'elles sont liées au capital culturel des individus, mais en même temps, je sais que quand un enseignant va donner une fiche de lecture, un livre à lire, une fiche de lecture à faire, lequel des deux enfants des classes sociales supérieures ou inférieures, lequel des deux va utiliser l'intelligence artificielle et lequel des deux va faire l'effort de lire le livre et de faire. Et du coup, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un creusement, parce que les classes populaires ont tendance à, j'en viens, les classes populaires, tout comme les plats préparés, à utiliser ce qui est le plus pratique pour eux. Donc voilà, c'était juste une remarque. Non, en fait, je ne suis pas sûr de ça, parce que je ne sais pas si on peut classer par classe le truc, en fait. C'est-à-dire que l'IA produise chez certains une grande paresse et donne le sentiment qu'en somme tout est accessible et que d'une certaine manière il n'y a plus rien à apprendre, c'est une mesure de facilité qui n'est pas le propre, je crois, d'une classe sociale, mais qui est le propre du caractère humain. C'est un risque que Platon pointe dans le Phèdre. À la fin du dialogue intitulé Le Phèdre, Platon raconte la rencontre entre le pharaon Thammuz et le scribe Teute. Teute vient voir Pharaon et lui dit « Pharaon, j'ai trouvé quelque chose, j'ai fait une découverte extraordinaire qui va sauver la mémoire. » « Ah bon, dit Pharaon, qu'est-ce que c'est ? » Voilà, ça s'appelle l'écriture. « Ah, comment ça marche ? Je te montre. » Et Teute montre, trace ses premiers hiéroglyphes devant Pharaon. Et Pharaon, qui n'est pas bête, lui dit « Mon bon, ce que tu viens de sauver, ça n'est pas la mémoire, c'est l'oubli. Puisque désormais que les choses sont écrites, nous allons pouvoir nous dispenser de nous en souvenir. Exactement de la même manière qu'on se dispense de se souvenir de ses vacances depuis qu'on a des bibliothèques de photos. Vous voyez ? Ou qu'on se dispense de se souvenir de ce qu'on a vécu à la seconde où on fait le selfie qui va bien, qui prouve qu'on y était. C'est-à-dire que l'atrophie du muscle mémoriel sous l'effet des outils numériques est en elle-même prédite par l'objection que fait Pharaon au scribe quand le scribe lui dit qu'il a sauvé la mémoire par l'écriture. Je profite de votre question. Parce qu'il y a le GPS, donc on ne se souvient jamais des trajets, et le c'est la même histoire. Portable, dont on se souvenait il y a bien longtemps. C'est la même histoire.
Merci. Je vous remercie pour cet exposé très brillant. Je souhaiterais juste intervenir sur 2 points. Le premier point étant par rapport à Louise, et je voulais la rassurer sur le fait qu'à l'école primaire, dès le CP, on peut apprendre à philosopher. Il existe une méthode qui a été introduite par Michel Tozzi qui s'appelle « Apprendre à philosopher à l'école », mais qui malheureusement n'est pas forcément véritablement diffusée de façon intelligente dans les instituts de formation des maîtres. Institut dans lequel je travaille pour l'Université de Paris-Nanterre. Ce que je souhaiterais poser comme question à M. Enthoven, et j'ai découvert ça incidemment dans un article de je ne sais plus quel journal, c'est que cette fameuse IA, eh bien, elle se sert de petites mains. Et de petites mains dans les pays émergents, voire les pays du tiers-monde, notamment en Afrique et en Asie, où on se sert de personnes qui sont payées à la tâche pour justement nourrir cette intelligence dite artificielle, notamment au niveau photographique. Et il commence à y avoir une certaine bronca, effectivement, de ces fameuses petites mains qui sont payées, mais de façon misérable, par des grandes sociétés informatiques et qui sont en fait payées à la tâche pour compiler des dizaines de milliers de photos, par exemple, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et ça peut quand même interroger très fortement. Je ne sais pas, je le découvre. Oui, et je suis comme vous, j'ai découvert ça il y a une quinzaine de jours, de façon très incidente sur le net. Et on n'en parle jamais. Ce sont des grosses sociétés américaines qui les emploient. Et ils sont payés au clic, à la photo, enfin, mais de façon très très misérable. Et ils commencent à se poser des questions, ces personnes qui nourrissent cette fameuse IA. Ouais. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Alors, je sais que vous avez écrit un très beau livre sur Proust. Et est-ce que, puisque l'intelligence artificielle ne peut pas philosopher, est-ce que, sans atteindre le génie de Proust, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, un jour, nous fera de beaux livres, parce que vous êtes aussi, effectivement, passionné de littérature? En aucune façon. Ça, c'est bien. Ça nous rassure. En aucune façon. Je parle un peu de Proust dans le livre, d'ailleurs, puisque je reprends les termes de la polémique du contre Sainte-Beuve. Pour le dire rapidement, le contre Sainte-Beuve, chez Proust, consiste à... Bon, Sainte-Beuve est une sorte de positiviste de la littérature qui considère qu'on peut faire le tour d'un auteur en accumulant la totalité des informations à son sujet. Savoir ce qu'il aimait, savoir ce qu'il pensait, s'il croyait en Dieu, en quel Dieu croyait-il, quand il s'est marié, avec qui il s'est marié, pourquoi il s'est marié, ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, où il est né, etc. etc. Sainte-Beuve faisait partie de ces optimistes, de ces scientifiques de la littérature, je sais pas si ça a un sens, qui pariaient sur la possibilité d'abord d'une connaissance exhaustive d'un individu par la sommation des faits qu'on peut rapporter à son sujet, première illusion à mon avis, et deuxième illusion de Sainte-Beuve, c'est qu'il pariait sur le fait qu'une connaissance exhaustive des individus permettrait de fournir l'explication exhaustive de leurs œuvres. Et contre cela, Proust écrit, alors, les mauvaises langues, Sainte-Beuve, s'en sont servis pour dire évidemment, Proust n'avait pas envie qu'on sache qui il était vraiment, puisqu'il se décrit en hétérosexuel dans La recherche du temps perdu, alors que, etc., etc. Bien. C'est possible. C'est possible. Reste que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que pour le Proust, nos vies sont irréductibles à la totalité de ce qu'on peut en dire. Il y a plus dans nos vies. Et surtout, il y a plus dans une page d'un roman sur quelqu'un que dans la totalité, l'infinie totalité d'une notice biographique. On dit plus de quelqu'un, on maintient plus en vie celui qui est mort en décrivant un geste de lui ou une expression de lui qu'en faisant la totalité des actes notariés qu'il a commis durant toute son existence. Donc, pour Proust, la science est inapte. On ne peut pas faire le tour d'un individu. Nous restons une énigme pour nous-mêmes. Et appliquer à l'IA une
telle différence débouche sur le constat que, moi c'est en proustien que j'aborde la question de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose, un reliquat spirituel, ce que j'appelle l'esprit, qui ne peut pas faire l'objet de la synthèse. Alors, l'IA peut-elle produire de la littérature? L'IA peut produire de la merde. Eh oui, et par wagon, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire l'IA peut produire tout ce qui en lui-même est indéfiniment reproductible, donc peut nous dispenser de fabriquer, peut pisser du scénario. Voilà, comme on pisse de la copie. Mais une telle... ceci, ce qu'elle produit ne donne rien, ne peut rien donner. C'est les vertus. Comment vous dire? Par exemple, l'IA, on peut expliquer pour quelle raison. On peut expliquer pour quelle raison, par exemple, Flaubert décide à l'âge de 30 ans de partir faire un beau voyage en Égypte. Son goût pour les bordels, son amitié avec Maxime Ducamp, l'envie d'orientalisme, l'exotisme, machin, les pyramides. On peut trouver des tas de raisons à ça, on peut détailler son voyage, on peut dire que le tel jour, le 13 avril, il a rencontré telle dame qui lui a dit telle chose, etc. On peut détailler ça, on peut entrer dans les détails. Bien. On peinera toujours à expliquer pour quelle raison, en sortant de la pyramide de Khéops, il s'est tapé le front en se disant « elle s'appellera Emma ». Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui sépare l'IA de la littérature, c'est ce qui sépare le système explicatif, n'importe quel système explicatif, d'une telle illumination. Vous pouvez retrouver Raphaël également sur scène, auteur de Camus par Antoven. C'est fini. Antoven, c'est fini, mais l'année prochaine. J'aimerais bien. Mais... L'année prochaine, donc je vais passer le message. Vous pouviez. C'était bien, c'était super. Déjà fini. Ouais. On avait été justement, je salue la présence de Louise Proust dans la salle, comme Patrick a parlé de Proust, donc un petit clin d'œil à Louise Proust qui est dans la salle et qui est toute rouge parce que je viens de citer son nom. Vas-y Sophie. Merci. Alors ma question c'est pourquoi avez-vous choisi comme titre pour votre livre l'esprit artificiel? Parce que, en fait, l'idée du titre m'est venue d'un livre de Henri Atlan qui a plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle L'utérus artificiel. Sauf que la grande différence entre le propos d'Atlan et le mien, c'est que Atlan avait écrit ce livre pour dire que l'utérus artificiel allait cesser d'être une fiction pour devenir une réalité. Bientôt, on allait pouvoir penser des grossesses extra-utérines et que ça allait être pour les femmes une libération comparable à l'invention de la machine à laver. C'est la thèse d'Atlan. Donc l'utérus artificiel. Et moi, je cherchais le titre. Au départ, j'avais un très mauvais titre. En fait, je voulais appeler ça ChatGPT. Mais c'était le nom de code du truc. Et puis, en fait, l'esprit artificiel s'est imposé à moi parce que c'était non pas une prédiction, mais un oxymore. Parce qu'il n'y a aucun sens à parler d'esprit. C'est mon téléphone qui fait ça? Non, c'est pas lui. Parce qu'il n'y a aucun sens à parler d'esprit artificiel, précisément, puisqu'on ne peut pas produire d'artefacts intelligents. Il n'y a pas de sens à parler d'esprit artificiel, mais c'était pour montrer que c'était un oxymore. Donc le titre est une fausse piste. Délibérément. Monsieur. Vous parliez tout à l'heure du fait que effectivement, l'intelligence artificielle ne peut pas produire de la bonne littérature. Est-ce que le risque, finalement, c'est pas qu'au-delà du fait qu'elle ne puisse pas produire des choses plus intelligentes que ce que puisse faire l'humain ou plus sensible, elle ne produise, elle nous inonde de choses moyennes, en fait, et qu'on puisse plus repérer le bon, on va dire, qui émerge dans un océan de choses très moyennes. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est déjà le cas. On est déjà inondé de saloperies. J'appelle saloperie justement le truc moyen. Pas le truc immonde ou pas le truc sublime, vous voyez ce que je veux dire? Le truc tiède, le chocolat chaud. La saloperie, c'est le truc moyen, justement, le truc à mi-chemin. On est inondé de ça.
on est déjà inondé de ça. Nous vivons déjà sous le régime de ça, de ce formatage spontané. L'IA n'est que le reflet d'un tel formatage. Nous pouvons avoir le choix de nous satisfaire de cela, comme avoir la curiosité de chercher autre chose. Mais le problème est exactement le même et il demeure. Nous avons autant de possibilités qu'auparavant d'échapper à ce qui est formaté, et nous avons autant de possibilités d'y céder. En vérité, c'est pas parce que, en fait, comment dire, nous sommes faits d'une étoffe que la machine ne synthétise pas. Donc, l'humain reste un casse-tête pour la machine. Mais l'humain peut parfaitement lui-même devenir une machine. Au sens physique, d'abord, souvenez-vous, dans les temps modernes, l'ouvrier qui continue de visser des boulons imaginaires en sortant de la chaîne. Il a gardé dans son corps inscrit les spasmes de la contrainte capitaliste. Son corps en lui-même est en train de devenir machine sous l'effet d'un capitalisme très exactement déshumanisant. Donc on peut très bien devenir machine, comme on peut devenir machine au Rwanda, le matin on embrasse ses enfants, on va découper toute la journée du Tutsi et on rentre le soir. C'est-à-dire que c'est possible ça. L'humanité est perméable à ça. Donc dire que nous sommes faits d'une étoffe que la machine ne synthétise pas ne signifie pas que nous sommes nous-mêmes prémunis contre la monstrueuse possibilité de devenir nous-mêmes des automates. On n'a pas attendu la machine pour devenir des automates. Et c'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas attendu la machine pour devenir des machines. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous croyez que la philosophie peut sauver des vies? Ah. Oh oui. Oh oui. Sauver des vies? Peut-être. Arranger la vie. Arranger la vie, c'est sûr. Par exemple, imaginez, vous ne croyez pas en Dieu. Imaginez, vous ne croyez pas en Dieu. La vie, il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'au-delà, la vie n'a pas de sens. Et vous vous levez quand même. Et pourquoi on se lève dans ces cas-là? Pourquoi on se lève quand il n'y a pas de but, quand il n'y a pas de sens? Et pourtant on se lève. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève quand même? Eh bien, ça par exemple, c'est pris en charge par un philosophe comme Albert Camus. Albert Camus, c'est quelqu'un qui vous explique de quelle façon prendre en main votre existence alors qu'elle n'a pas de sens. Faire de la philosophie, par exemple, qu'on soit enfant ou pas, d'ailleurs, à tous les âges, on se pose toujours des questions. On se pose toujours des questions qu'on est seul à se poser, enfin on croit qu'on est seul à se les poser. Et puis on découvre en faisant de la philosophie que les questions qu'on croyait être seul à se poser sont prises en charge par des philosophes depuis des siècles. Et on s'aperçoit à ce moment-là que, en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Les questions qu'on croyait être seul à se poser, d'autres les ont prises en charge, les ont traitées. On n'est pas seul. On n'est pas original, mais on n'est pas seul. Faire de la philosophie, c'est découvrir que c'est découvrir, par exemple, que là où on pensait être libre, en réalité, on est déterminé. Là où on croyait être l'origine de ses actes, en réalité, on est déterminé, on est poussé par des forces. Eh bien, c'est une découverte qui, en elle-même, est franchement libératoire. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que la philosophie ne change pas la vie au sens où elle lui donnerait un sens, mais la philosophie change la vie au sens où elle nous permet de nous interroger sur le besoin qu'on ait que la vie a un sens. Sur le besoin qu'on a que la vie ait un sens. La philosophie ne nous dit pas si Dieu existe. La philosophie s'interroge sur le besoin qu'on a de croire en lui.
C'est en cela qu'elle change la vie, ou qu'elle la rend plus vivable. J'ajouterais, Ethan, au-delà de la philosophie, je dirais la culture, la littérature peut sauver des vies, peut sauver une vie. Moi, je me rappelle d'une citation que j'ai fait mienne de ma prof de français. J'avais 12 ans au collège Jean Moulin, donc il y a quand même quelques décennies, d'Alfred de Musset. Et elle me disait, c'était en courant du stoïcisme, elle parlait de... C'était un poème qui m'avait marqué et elle nous le racontait en disant que ça l'avait conditionné. Et je te parle de ça il y a plus de 30 ans, c'était d'Alfred de Musset. Et le début, c'était « J'ai perdu ma force et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait mon être. Quand j'ai compris la vérité, j'ai compris que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûtée. » Et ça, il y a plus de 30 ans. Moi, je dirais la philosophie, la culture, la littérature peut sauver des vies. Donc je vais plus loin que Raphaël. Oui, oui. Attendez. Un micro. Vas-y. Viens. Vous avez écrit depuis le livre. Ah oui, mais c'est pas ça qui compte. J'ai oublié de te dire un truc tout à l'heure, de vous dire un truc tout à l'heure. C'est comment dire, faire de la philosophie, c'est découvrir un jour que tout ce qui nous fait peur est une chance. C'est comme si je me demande pourquoi je suis venu au monde, c'est de la philosophie. Absolument. C'est de la philosophie. C'est de la philosophie. Ce qui n'est pas philosophique, c'est de chercher la réponse à cette question. Ce qui est philosophique, c'est de creuser cette question autant que possible et de découvrir de question en question tous les univers qu'elle renferme. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de réponse à cette question. Il y en a plein, mais aucune n'est satisfaisante. Vas-y, Monsieur. Alors, merci pour cet exposé, c'est toujours très agréable de vous entendre. J'ai par contre du mal à vous suivre dans vos conclusions pour deux raisons diamétralement opposées. La première, c'est, j'ai l'impression que vous mettez sur un piédestal la machine. Je m'explique. Est-ce que vous ne faites pas une sorte de postmodernisme à utiliser le terme intelligence pour ce qui n'est qu'un modèle statistique? Derrière ChatGPT, c'est un modèle statistique. Mettre le mot intelligence, déjà, ça sous-entend quelque chose qui induit déjà une certaine idée. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que vous mettez aussi sur un piédestal l'homme et sa faculté à penser, parce que finalement, notre fonctionnement neuronal, la mémoire dans notre cerveau, c'est finalement aussi du calcul. Donc, est-ce que dire que l'homme a des capacités que la machine n'aura jamais, c'est chercher quelque chose qui transcende finalement le fonctionnement neuronal vers lequel on est en train d'aller vers une compréhension de meilleur en meilleur. Génial. Alors d'abord sur l'intelligence. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. C'est pas moi qui je ne fais que la reprendre, et je vous accorde qu'elle est problématique. Elle est problématique, non pas si l'on tient l'intelligence pour une faculté de classement et de redistribution, d'analyse ou de synthèse. Bon, à partir de là, on peut parler d'intelligence artificielle. Et si en revanche, on prend l'intelligence au sens que le mot peut avoir quand on dit être en bonne intelligence, vous voyez par exemple, c'est-à-dire comme un synonyme de complicité, alors là évidemment l'intelligence artificielle explose littéralement et perd complètement de son sens. Donc effectivement, il y a quelque chose d'oxymoresque dans cette expression, c'est incontestable. Maintenant sur la question de l'homme et des neurones, c'est exactement le débat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il existe un équivalent, un corrélat neuronal à ce que nous pensons, une trace neuronale de ce que nous exprimons, une activité neuronale corrélative ou consécutive aux idées qui nous viennent.
Mais on chercherait en vain les traces de l'idée elle-même dans l'activité neuronale qui lui correspond. C'est la formule de Bergson. Le cerveau est à l'idée ce que la patère est au manteau. Sans patère, on ne peut pas accrocher le manteau. Mais le manteau ne se réduit pas à l'outil qui sert à l'accrocher. Une idée n'est pas réductible à l'agrégation neuronale qui lui correspond. On ne peut pas la retrouver. Si on pouvait la retrouver, si on pouvait faire le chemin inverse, oui. Mais en lui-même, l'optimisme qui consiste à penser que l'individu n'est en somme lui-même que le résultat de calcul, ou que son activité mentale n'est elle-même que le fait d'un calcul, alors un tel individu est à portée de machine. Le fait est que nous ne le sommes pas. Le fait est que nous ne le sommes pas, et nous ne le sommes pas durablement. Ah, ce qui nous en sépare n'est pas notre complexité. Ce qui nous sépare de la machine, ça n'est pas notre complexité, ça n'est pas une capacité de calcul, parce que ça n'est pas le fait d'une complexification de ses process ou d'une capacité de calcul accrue. La machine peut augmenter d'1 milliard ses capacités de calcul, la simplicité lui échappera toujours. C'est la simplicité qui lui échappe, en l'occurrence. C'est, pour prendre un exemple tout bête, pas un stylo là. Vous voyez, par exemple, si on prend un stylo, mettons que bon, ce stylo est un multiple, puisque c'est un multiple, il est composé d'une multiplicité de choses. Si c'est un multiple, c'est qu'il y a bien une unité au principe de cette multiplicité. Seulement, si on découpe le stylo en 2 parties, on aura 2 moitiés de stylo, 4 parties, 4 quarts. Si on le découpe 1 milliard de fois, on aura 1 milliard de milliardièmes de stylo. Et chaque milliardième de stylo peut lui-même en droit être découpé 1 milliard de fois. Et ainsi de suite. La matière est divisible à l'infini. Tant qu'on est dans la matière, ben oui, tant qu'on est dans la matière, l'unité nous échappe. L'unité nous fait défaut. À partir de là, Leibniz a conçu ce qu'il appelle la monade, c'est-à-dire l'unité qui est au principe du monde et qui, pour lui, est par définition métaphysique, ne peut pas faire l'objet d'une quantité. Elle ne peut pas être quantifiée. Alors, on n'adhère pas à ça. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que derrière l'idée que nos pensées correspondent des dispositions neuronales auxquelles nos pensées se réduisent, enfin voilà, dire qu'à nos pensées correspondent des traces neuronales, oui, dire que nos pensées s'y réduisent, c'est là que je ne peux pas suivre. C'est là que je ne peux pas suivre, parce que c'est un optimisme fou. Autant réduire l'amour à ses causes. Autant réduire la beauté à une déduction. Il y a tout ce qui échappe, tout ce qui échappe à la computation. Tout ce qui échappe, autant réduire dans la vie, autant faire comme si dans la vie, tout ce qui échappe au calcul pouvait faire l'objet d'un calcul. René Char disait « Tout ce que je ne connais pas, je dis que je ne le connais pas, mais je ne dis pas que c'est inconnaissable. » Non, c'est Spinoza qui le disait avant, René Char, il n'a rien inventé. Hein, mais vous avez raison. Non, mais c'est-à-dire que, bien sûr, il peut paraître présomptueux de dire « jamais ». Seulement, comment dire, je changerai d'avis le jour où on fera du feu avec de l'eau. Je changerai d'avis le jour où on fera de la vie avec du scotch, avec du bois ou avec du silicium. C'est-à-dire que je changerai d'avis le jour où on accomplit cette prouesse qui consiste à produire de la qualité à partir de la quantité. Il y a là quelque chose, à mon avis, d'irréductible, d'insurmontable. Et c'est une limite dont il est essentiel de prendre la mesure, puisque c'est elle qui détermine la possibilité même de l'art ou de la foi. Mais il y a, à mon avis, de l'irréductible, de l'irréductiblement humain, du singulier en somme, qui ne peut pas faire l'objet d'une connaissance.
m'interroge un petit peu sur... Voilà. Il va être très facile maintenant avec l'IA de créer, pour des raisons commerciales ou autres, des œuvres d'art, des œuvres de littérature ou autre chose, qui risquent d'inonder le marché et rendre impossible la production d'œuvres originales, d'œuvres humaines. Non, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. En art, par exemple, en peinture. En peinture, madame, les faussaires existent depuis toujours. Les faussaires existent depuis toujours. Et un faussaire sait qu'il est un faussaire. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui est capable de reproduire un Braque ou un Léonard de Vinci, de se comparer à Braque ou à Léonard de Vinci. Il ne leur viendrait pas à l'idée de s'y comparer. Les faussaires existent depuis toujours. On a toujours pu reproduire des œuvres d'art. La photocopieuse le permet aussi. On a toujours pu reproduire des œuvres d'art. Ce qui n'est pas synthétisable, c'est le genre de rencontre qu'il y a entre un monde et un caractère qui produit un jour ce cataclysme inattendu qu'on appelle une œuvre d'art. C'est ça qui n'existe, c'est ça qui n'est pas synthétisable. Qu'une machine puisse, sur fond d'une œuvre donnée, produire des œuvres dans le genre de, à la façon de, oui, bien sûr, de la même manière qu'un programme un peu plus élaboré pourra peut-être dans quelques années produire des alexandrins, comme ça, produire des alexandrins indifféremment. Aujourd'hui, j'ai vérifié, d'ailleurs, il n'y arrive pas. Mais pourra peut-être produire des alexandrins, bien, mais une chose est de pouvoir mettre en alexandrin ce qu'on raconte, tout autre est de composer Bérénice. Une chose est de pouvoir mettre en alexandrin ce qu'on dit, une chose est de pouvoir jouer avec les canons de l'art, une chose est de pouvoir faire comme Malevich, tout autre est d'avoir l'idée un jour de faire un carré noir sur fond blanc. C'est là qu'il y a quelque chose de non synthétisable. Alors, on peut imaginer que désormais, toute notre imagination est saturée par la machine. En réalité, ce que la machine produit, d'abord, c'est ce qu'on lui demande d'imaginer, c'est nous qui le lui demandons, et par ailleurs, ce que la machine produit en soi, par définition, n'a rien d'original. N'a rien d'original. Donc, il y a une... je vous accorde qu'il y a un enjeu. Peut-être c'est l'occasion d'un examen de conscience pour les disciplines artistiques. C'est peut-être la fin des faussaires. Peut-être la fin des faussaires. C'est-à-dire que, ou en tout cas, c'est la noyade des faussaires au milieu d'une sérialisation de la production. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je demande à voir. Je suis pas... Après, moi, je parle de philo. Hein. Je parle de philo. Et c'est vrai qu'en philo, pour le coup, là, on peut s'en passer. On s'en passe avantageusement. L'IA ne sert à rien. Mais dans d'autres disciplines, je ne sais pas. J'ai tendance à penser, si vous voulez, que le reliquat d'humanité qu'on pointe en philosophie avec l'art est quelque chose qui en lui-même demeure et reste... et dont, par exemple, en médecine, c'est ce qui fait que les capacités prédictives du médecin n'enlèvent rien à sa responsabilité dans le choix ou dans la décision thérapeutique qu'il élit. En art, les capacités techniques de l'IA n'enlèvent rien à l'idée bizarre qui vient à un peintre de représenter les choses de telle manière, à tel moment, de telle façon. Aucune IA n'aurait l'idée de peindre comme Picasso. Maintenant, oui. Mais la production de normes, une œuvre d'art, c'est un cataclysme. Elle produit des normes, une norme nouvelle. Après Picasso, c'est pas comme avant Picasso. Après Proust, c'est pas comme avant Proust. L'œuvre d'art, ce genre d'événement-là, n'est pas à la portée d'une mécanique qui fait la sommation du savoir disponible. Parce qu'il y a dans l'œuvre d'art, qui produit une norme nouvelle, quelque chose de plus que la totalité du savoir qui la précède. Pourquoi Corneille
Au moment, en plein triomphe des 3 règles de l'art classique, a-t-il eu l'idée d'écrire une pièce qui se passe sur 6 mois? Le Cid. Pourquoi? Et pourtant, c'est celle-là dont on se souvient. Et puis, je dirais, au niveau artistique, peinture, c'est très réglementé. Pour chercher l'authenticité d'une œuvre telle que Fragonard, ça me rappelle quelques cours de droit. On recherche vraiment l'authenticité, donc on ne pourra pas plagier comme ça, ou reproduire sans chercher. Ce n'est pas tellement la création qui m'a gênée, mais la possibilité de diffuser. De diffuser. Et avis Parce aux... que des gens qui ont besoin de remplir leur musée auront la possibilité d'appuyer sur une touche pour remplir tout leur mur. Est-ce qu'ils auront encore envie d'aller chercher plus compliqué ailleurs? Est-ce qu'ils auront des spectateurs surtout? En plus. Une dernière. Oui, excusez-moi. Il se trouve que j'ai écouté il y a 8-10 jours une conférence du professeur Langlois, qui est un archéologue et puis artiste, pas du tout un philosophe, et il raconte l'objet de son récit, c'était concernait la stèle de Méchat, qui est au Louvre, qui est une stèle du 9e siècle avant notre ère, qui est célèbre parce que c'est un des premiers textes dans lesquels on cite à la fois le nom d'Israël et le nom du Dieu d'Israël dans la même stèle. Alors, il se trouve que cette stèle est dans très mauvais état, elle a été abîmée, elle a été cassée, reconstruite, etc. Et donc, le professeur Langlois a eu l'idée d'essayer de voir si, avec les moyens modernes de la science, on ne pouvait pas arriver à décrypter des morceaux manquants. Alors, avec des analyses multispectrales, des différents éclairages, on fait apparaître des morceaux de mots qui n'étaient pas visibles. Bon, alors, magnifique. Et puis, il se trouve que dans le bas de la stèle, il y a des lettres qui apparaissent, c'est alphabétique. Donc, on voit des lettres. Et mystérieusement, on voit un bête, un taf, et puis un dalet, on dit ah, ça ressemble à bête David. Est-ce que dans la même stèle dans laquelle on parle d'Israël, de Yahvé, et si on ne parlerait pas aussi de David? Alors là, on voit les 3 premières lettres sont assez visibles, et puis ça voit des traits, des bouts de trucs, des machins, difficiles à lire. Alors, quand les archéologues commencent à discuter, bon, moi je vois ci, moi je vois ça, le trait il devrait être droit, il est penché, oui, mais le script il était peut-être un peu picolé, enfin, c'est pas bon. Et donc ils ont eu l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour se dire qu'est-ce que le roi Méchat, dans une stèle du 9e siècle, pouvait avoir envie de dire. Donc ils ont essayé de demander à l'intelligence artificielle de se mettre dans la tête d'un roi de Moab du 9e siècle et dire bon, on va essayer de voilà, qu'est-ce qu'il aurait écrit pour essayer de trouver. Et alors je ne sais pas si vous savez quelle est la conclusion du professeur Langlois. Il dit moi, à mon avis, c'est pas David, mais j'en suis pas sûr. Oui, mais c'est que vous voyez par exemple dans le. Je vous raconte juste, votre histoire m'en rappelle une autre qui me paraît très importante. C'est dans le Si c'est un homme de Primolet. Il y a un chapitre dans Si c'est un homme où il y a une sorte d'éclaircie, ça dure pas longtemps. Il est avec le piccolo du baraquement qui a 17 ans, qui est illettré, qui sait à peine lire, qui est très débrouillard, qui se sort bien dans le camp, etc. Et ils sont bons amis. Et ils ont 1 kilomètre à faire à un moment, sous un soleil un peu doux. Ils ont fini de porter un objet qui leur brisait le dos. Et donc ils ont juste à marcher pendant 1 kilomètre, sous ce soleil un peu doux. Il n'en revient pas d'un tel bien-être en réalité. Et ils consacrent ce kilomètre à raconter au piccolo le chapitre de Dante où Ulysse entre aux enfers. Le chapitre où Ulysse découvre les enfers. Et il essaie de le citer. Il essaie de citer les vers de Dante. Et les vers de Dante lui échappent. Il n'a qu'une restitution fragmentaire des vers de Dante.
Quand Primo Levi a écrit « Si c'est un homme », on est en décembre 1945. Il avait accès à la Divine Comédie. Il pouvait aisément recopier les vers et leur intégralité. Mais il a fait le choix romanesque de maintenir les vers dans leur fragmentation, dans leur aspect fragmentaire. Parce que rien n'est plus précieux que le fragment ou que la fragmentation elle-même. Ou plus exactement, on ne lutte bien contre la fragmentation que si on admet la fragmentation et les interstices de vie qui peuvent se déployer à l'intérieur même des fragments qu'on a trouvés. Autrement dit, face aux fragments, deux possibilités. Soit on tente de combler les trous, soit on maintient le fragment comme un point d'interrogation. C'est un plaisir de parler avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Monsieur Antoine, merci à Anne-Louise Xavier, pour qui c'est un plaisir de travailler pour toi. Et je voulais simplement annoncer éventuellement la présentation de la saison du Forum des Savoirs de la saison 2024-2025. Elle aura lieu donc lundi 3 juin à 18h. Voilà, donc prenez vos agendas, lundi 3 juin à 18h, avec Anne-Louise, nous vous présenterons la saison 2024-2025. Voilà. Merci à tous, merci à toute l'équipe, Isabelle, Sophie Moreau, Anna Pasquire, Marie-Christine Chamelet. Vous l'aurez compris, c'est une histoire de femmes autour de la culture. Merci infiniment, cher Raphaël, c'est toujours un plaisir sans cacher, non artificiel, que de te recevoir à Chaville. Et vous l'aurez compris, une machine ne sera jamais philosophe. Donc faites-vous dédicacer l'esprit artificiel de Raphaël Antoven ce soir. Et Raphaël reste là un petit moment, vous pourrez échanger avec lui. Et au plaisir de te revoir ici ou ailleurs. Bonne soirée à tous. Merci.